Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 36, le réseau Nexium. Une secte sexuelle luciférienne tentait de s'implanter à Hollywood. Quid du volet d'exploitation sexuelle des mineurs? Ce sera le fil rouge non dit de toute cette affaire et de tout cet article. On entend dans les médias US qu'une actrice américaine, Allison Mack, a admis publiquement avoir été membre d'une secte bien implantée à Hollywood. Cette actrice était dans la série Smallville. Cela fait déjà un moment que le gourou de cette secte fait parler de lui, et certains témoignages d'anciens adeptes laissent penser que des mineurs sont aussi des cibles. Si les médias ne parlent pas encore d'enfants, il est bien question de trafic sexuel et de trafic d'êtres humains dans cette secte à l'influence clairement luciférienne. Allison Mack, fille d'un chanteur d'opéra, est une enfant de la balle qui a commencé à tourner dans des pubs dès l'âge de 4 ans. Elle est passée dans sa jeunesse par l'incontournable Disney et est surtout connue pour avoir joué dans la série Smallville. Donc. Il y a quelques jours, on a appris qu'elle était un ponte de la secte Nexium. Donc ça s'écrit N-X-I-V-M, tout en majuscule, et ça se prononce Nexium. Voire même le numéro 2 après le gourou, un dénommé Keith Raniere. Celui-ci a été arrêté en mars 2018 au Mexique où il s'était enfui, accusé d'avoir organisé un réseau d'esclaves sexuels sous influence. Depuis une dizaine d'années, les attaques fusent contre ce groupe et surtout contre les pratiques du gourou et les procédures vont dans tous les sens. Une secte pyramidale. La vitrine de cette secte, un peu comme la scientologie et d'autres, c'est le bien-être, l'épanouissement personnel, avoir une vie saine, mais surtout avoir du succès aussi sur le plan financier. La secte organise des formations qui coûtent un bras un peu partout dans le monde et le QG de Nexium se trouve à Albany, juste à côté de l'aéroport international. Selon France Info, je cite, Keith Raniere, 57 ans, a fondé en 1998 une organisation baptisée Executive Success Program qui tenait des séries d'ateliers dont le but officiel était de réaliser le potentiel humain des participants. En 2003, il a créé une deuxième entité baptisée Nexium qui chapeautait donc ESP. Basée à Albany, capitale de l'État de New York, l'organisation a ouvert des centres dans plusieurs villes des États-Unis, du Canada, du Mexique et d'autres pays d'Amérique centrale. Fin de citation. En 2015, Raniere a créé une sorte de succursale, DOS, avec un fonctionnement pyramidal et composé de maîtresses et d'esclaves, dont tous les membres sauf Raniere, tout en haut de la pyramide, étaient des femmes, chargées d'en ramener d'autres pour le plaisir sexuel de Raniere. On retrouve dans les pratiques de la secte des sortes de rituels initiatiques comme le marquage au crayon cautériseur, donc en gros comme si vous étiez marqué au fer rouge, donc par brûlure, par une femme médecin avec les initiales du gourou ou bien d'Allison Mack, le tout filmé systématiquement. Selon une des anciennes adeptes, une femme qui était master, donc maître, nommée Lauren Salzman, qui dirigeait cette pseudo-cérémonie. Un ancien communicant de la secte, Frank Parlato, qui a recueilli une dizaine de témoignages, confirme ce genre de cérémonie. Je cite. Par ailleurs, avant d'être acceptées comme esclaves, les femmes devaient fournir de la garantie, c'est-à-dire divers éléments compromettants pour elles-mêmes, photos, lettres ou documents que l'organisation se réservait le droit de rendre publics si elles quittaient l'organisation, dit-on encore. Fin de citation. En mars de cette année encore, plusieurs femmes ont dénoncé les pratiques de la secte. Sarah Edmondson s'est exprimée dans le New York Times suite à des plaintes déposées contre plusieurs personnes, dont la femme médecin Danielle Roberts. Mais en face, Raniere et la secte multiplient aussi les poursuites contre les opposants, c'est-à-dire ceux qui ont quitté la secte ou qui la dénoncent. Une ancienne membre, Barbara Boucher, explique avoir perdu des millions de dollars dans les nombreuses procédures intentées contre elle par Raniere et ses fans. Ce serait aussi elle qui a vraiment mis le grappin sur Mack pour qu'elle reste et s'implique dans la secte. Plusieurs plaintes ont été déposées par plusieurs anciennes adeptes, mais les forces de l'ordre ont dit qu'elles n'enquêteront pas parce que tout cela était normal. Les autorités médicales de l'État ont dit dans un premier temps qu'elles n'investigueront pas sur les expériences menées par un autre membre de la secte, un médecin appelé Brandon Porter, et qui consistait à faire regarder des films ultra-violents à des femmes alors que des appareils enregistraient et analysaient leurs réactions. Toutefois, depuis l'emprisonnement de Raniere, Porter a été accusé d'avoir mené des expériences illégales. Comme quoi, le droit n'est qu'une question de point de vue. Et puis il y a aussi 1 ou 2 suicides d'adeptes ou de personnes mises sous emprise par la secte qui posent question, comme celui de Christine Snyder, et en fait au moins 4. Les choses ont commencé à remuer en 2018 avec l'arrestation de Raniere fin mars, puis de Mack fin avril. Les poursuites pour child sex trafficking, c'est-à-dire trafic sexuel d'enfants, évoquent les mauvais traitements contre les femmes embrigadées dans le harem, les privations de sommeil ou de nourriture, décrivent le système de la secte avec son maître et ses esclaves.
Relations publiques. Les esclaves, comme Alison Mack, qui sera entrée dans la secte en 2010 à Vancouver, ou en 2006 selon les sources, étaient poussés à recruter d'autres esclaves et à récolter leurs confessions, déposées chaque semaine sur Dropbox. Mack est ainsi accusé d'avoir jeté des recrues dans les bras de Ranière et a été arrêté par le FBI pour cette raison fin avril. Idem pour Christine Kreuk, autre actrice de la série Smallville, tombée dans la secte juste avant Alison Mack et qui l'y aurait entraînée. Les deux auraient d'abord assisté à une réunion du mouvement de femmes, lancée par la secte, J-Ness, à la suite de laquelle Mack a été invité à rencontrer Ranière. Mack, qui a vite été placé en haut de la hiérarchie, était aussi chargé d'attirer des milliardaires, comme Richard Branson, le tycoon jet-setter et partouzeur anglais, sur l'île privée duquel elle aurait participé à des soirées de débauche. Sarah Bronfman ou Nancy Salzman ont aussi été présentes à ces soirées. Des sessions de formation entre guillemets de la secte étaient organisées par la même occasion sur l'île de Bronson. Mack recrutait aussi via le mouvement de femmes, J-Ness, créé pour servir de vivier à la secte. La crème des membres de J-Ness pouvait entrer dans le DOS, son harem de premier choix. Mack a également recruté des proches dans la secte, notamment ses parents. Elle aurait aussi tenté de ramener une actrice de la série 7 à la maison, la chanteuse Kelly Clarkson, l'actrice Emma Watson ou la réalisatrice Rachel Goldberg. Au chapitre du réseau existant autour de la secte, on doit aussi mentionner les liens étroits entre les familles Bronfman et Rothschild, dont des membres ont créé et dirigent par exemple Bronfman & Rothschild, une boîte de placement financier. Sarah Bronfman est arrivée dans la secte dès 2002, d'abord en assistant aux sessions de formation à 5 ou 8 000 euros dollars à la session sur le développement personnel, et c'est un ami de la famille qui l'a mise en lien avec ce groupuscule. Sa sœur l'aurait vite rejointe, et elle serait ainsi passée de la coupe de leur père, décrit comme assez despotique, à celle de Keith Raniere. Elle a eu parmi ses petits amis le numéro 1 du Dalai Lama aux États-Unis et un autre avec qui elle s'est mariée, un émigré libyen qui s'est présenté, poussé par Raniere, au poste de Premier ministre de la Libye en 2014, avant de mener une campagne sur les réseaux sociaux pour renverser le gouvernement. Celui-ci, un dénommé Basit Iktet, domicilié en Suisse, bénéficie du soutien de certains islamistes locaux, notamment l'imam Sadek Al-Ghariyani, qui avait soutenu les djihadistes lors de la guerre en Libye, ou encore des frères musulmans de Libye et de Tunisie. Selon certains observateurs, en 2004, Iktet était le futur président libyen, et en tout cas il tentait toujours en 2015 de se positionner comme tel. Le couple, qui a une fille, est notamment propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, Atal Hospitality, créée en décembre 2016, qui a racheté en mai 2017 le domaine des Andéoles dans le Luberon, comme tout premier établissement, donc sur la commune de Apt. Un second devait suivre, près de Megève à Saint-Gervais. Et cette chaîne d'hôtels, c'est tout un programme qui ressemble pas mal à celui de Ranière. Je cite, « Vegan à 16 heures, celui qui a fait une partie de ses études à Saint-Gall, donc en Suisse, cherche à bâtir une communauté mondiale autour du lifestyle, de la responsabilité et de la bienveillance. Oui. Nous souhaitons créer des lieux uniques, axés sur l'expérience client, le bien-être, l'art et la beauté de l'environnement, explique cet ancien pilote d'avion qui dégage à la fois une certaine sérénité et une force tranquille, nous apprend un canard économique suisse. » Fin de citation. Bref, il sera intéressant de voir si ce genre de lieu devait aussi accueillir les sessions de formation de la secte de Ranière, ce qui est assez probable. Mais avec de la pub, liée à l'arrestation du gourou et d'Alison Mack, ce ne sera jamais le cas, ou pas avant un moment. Continuons avec ce chapitre sur les relations publiques connues de NXIVM. Un ancien conseiller et proche de Trump, Roger Stone, a confirmé au journal US Newsweek avoir travaillé comme lobbyiste pour la secte durant 2 mois en 2007. C'est le sénateur new-yorkais Joe Bruno qui lui a présenté la secte. Par ailleurs, NXIVM a filé $30 000 à Hillary Clinton pour sa campagne ratée au présidentiel de 2008, alors que la somme maximale que peut donner une personne est $2 300. L'info vient des documents tombés entre les mains de la justice à la suite de l'arrestation de Norman HSU, qui avait levé $1,5 million lors de cette campagne et a pris 24 ans de prison pour avoir créé une pyramide de Ponzi afin de financer la campagne électorale démocrate. Si Sarah Bronfman s'est plus ou moins écartée de la secte suite à son mariage, on peut se demander pourquoi l'autre sœur, Claire Bronfman, n'a pas été arrêtée elle aussi, puisqu'elle et sa sœur sont les premières contributrices financières de la secte, au cœur des décisions depuis des années. Un programme international pour former les bambins. Je cite, « Ranière a aussi lancé un programme destiné à éduquer la jeunesse, un programme de développement des enfants révolutionnaires prouvant le potentiel culturel, linguistique, émotionnel, physique et la capacité à résoudre des problèmes des enfants, explique le gourou. » Fin de citation.
Ce programme s'appelle le Rainbow Cultural Garden, c'est-à-dire le jardin culturel d'arc-en-ciel. Il est financé par Sarah Bronfman, mais les parents payent tout de même 120 000 euros par enfant et par an. Et il y a des implantations un peu partout dans le monde, notamment en Angleterre, où l'entreprise revendique le statut d'école. Le gamin est pris en charge quasiment toute la semaine, à partir de l'âge de la crèche, et des nounous lui enseignent à tour de rôle diverses choses, comme les langues, et quelques autres matières qui sont dans la, entre guillemets, philosophie officielle de la secte. Il est même demandé aux parents de ne pas trop parler à leurs enfants pour ne pas trop interférer avec les enseignements du Rainbow Cultural Garden, comme d'hab. Toutefois, des parents se sont plaints que leur progéniture, après quelques années de ce régime, avait même du mal à parler leur propre langue. Alors en effet, pour aller dans le détail, l'idée c'était que à chaque heure, il y a un nouveau professeur qui parle une langue étrangère. Et puis comme ça, à la fin de la primaire, tous les enfants parlent toutes les langues du monde. Ben oui, bien sûr. Eh ben non, ils en parlent aucune. Continuons. Le fils de Ranière, quant à lui, aurait subi cette éducation depuis son enfance et ne serait pas des plus brillants. Plusieurs des nounous de ces jardins d'enfants seraient aussi impliqués dans des délires sexuels de Ranière, qui étaient très impliqués dans chaque ouverture d'antenne et dans le suivi des crèches et écoles de l'association. Apparemment, presque toutes les personnes impliquées dans le Rainbow Cultural Foundation, qui chapeautait tout ça, sont aussi des membres de la secte NXIVM. On notera aussi que l'église de Satan, elle aussi, a lancé il y a 2-3 ans son propre programme à destination des bambins, un machin appelé After School Satan Club, le club de Satan d'après l'école, destiné aux enfants à partir de 5 ans. Je rappelle que le satanisme est une religion officielle et acceptée en Californie notamment. C'est le catéchisme version sataniste, afin de contrer l'évangélisme à l'école, comme quoi les enfants sont des cibles jamais négligées par les illuminés de tout poil. Ranière a aussi sélectionné un gamin qui est encore à l'âge du primaire pour créer une nouvelle génération. Magouille financière à répétition. Avant de créer sa secte, Ranière a créé une boîte, Consumers Byline Incorporation, soupçonnée d'être une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire une grosse escroquerie genre Madoff, qui consiste à promettre un super rendement pour des placements, les derniers pigeons servant à rémunérer les premiers. Une boîte qui a fermé soudainement par le futur gourou et son associé. En 1996, il a signé un accord pour mettre fin à des poursuites pour escroquerie et a eu plusieurs fois les autorités aux fesses pour cette raison. Depuis 1996, il n'a plus de problème, du moins officiellement, avec ses entreprises. En 1998, Ranière crée une boîte au Delaware, donc il y a un paradis fiscal, le paradis fiscal des États-Unis, qui s'appelle donc Executive Success Program pour dispenser ses formations. C'est Nancy Salzman qui dirige officiellement l'entreprise. En 2014, le journal Times Union, après un an d'enquête, l'accuse d'avoir manipulé à des fins sexuelles des femmes et des mineurs et menacé ceux qui cherchaient à le calmer. La secte est devenue très riche, notamment grâce à l'héritage complet des sœurs Claire et Sarah Bronfman, des adeptes qui sont elles-mêmes les héritières d'une riche famille. À Mexico, l'antenne de la secte est cofondée par le fils de l'ancien président, Carlos Salinas, donc président du Mexique, qui vient juste de démissionner suite au scandale, dès le lendemain de l'arrestation de Ranière. Au Mexique, la secte avait la forme d'une filiale, donc Executive Success Program Mexico, qui visait spécifiquement le gratin de Mexico. Alison Mack faisait donc partie du harem de Ranière, tout comme les actrices Christine Kruk et Nikki Klein. Nancy Salzman, une infirmière hypnotiseuse, serait le bras droit de Ranière qui choisissait spécifiquement des femmes avec de bons jobs, très bien payées, genre femmes d'affaires, psychiatres, analyse financière, actrices, écrivains ou des héritières. La fille de Salzman et une certaine Pam Kafritz étaient aussi dans le cercle plus proche. Apparemment, Kafritz, fille de VIP locaux, était très introduite dans la bonne société et servait elle aussi de recruteuse. Les sœurs Bronfman ont mené divers business avec Ranière, ont aussi entamé des poursuites contre lui pour récupérer plusieurs dizaines de millions d'euros. Apparemment, une centaine de millions de dollars ont été engloutis dans les placements confiés à Ranière. Mais l'équipe s'adonnait à l'évasion et à la fraude fiscale, à la corruption de juges mexicains et à divers délits financiers selon certains. Le père des sœurs Bronfman, un ami d'Hillary Clinton, voyant défiler les millions, a pris position pour dire que ses filles étaient inaptes à gérer leur argent et qu'elles étaient influencées. NXIVM fonctionnait comme une nébuleuse de société qui ressemble à des coquilles vides, qui ne paient pas ou peu d'impôts et dont le seul objectif semble être de faire sortir quelques millions du pays à la barbe des services fiscaux. Une partie de ces sociétés sont même hébergées dans les paradis fiscaux, donc comme le Delaware. Et le nom de Ranière, évidemment, n'apparaît jamais dans ces montages financiers. Il y a aussi un certain nombre de fondations, comme la Ethical Humanitarian Foundation, donc la fondation pour l'humanitaire éthique, ou pour l'humanisme éthique, créée en 2007 avec les sœurs Bronfman.
En 2009, le Dalai Lama en personne est venu faire un speech à l'inauguration d'une autre invention de Ranière, le World Ethical Foundation Consortium, créé en 2008, donc le consortium des fondations mondiales éthiques. Magnifique. Pour ce déplacement et l'attribution d'une écharpe blanche à Ranière et aux sœurs Bronfman, le Dalai Lama aura reçu la modique somme de 1 million de dollars, ce qui avait quand même fait jaser à l'époque. Alors, petite parenthèse, pour ceux que ça intéresse, le Dalai Lama est quand même nettement soupçonné d'être une créature américaine pour lutter contre les Chinois. Bon, après, chacun cherchera ce qu'il veut, mais il y a quand même des forts soupçons sur la véracité et la légitimité de ces seigneurs féodaux tibétains, finalement. Reprenons. Le ministère de la Justice, le Department of Justice, a listé environ 90 entreprises liées à Nexium, à Ranière ou à Mac, dont certaines appartiennent en tout et en partie aux sœurs Bronfman. D'autres sont des entreprises créées par d'autres illuminés, des cabinets d'avocats, des agences immobilières de luxe. Certaines sont carrément des filiales, comme la Ethical Humanitarian Foundation, ou encore The Raniere Initiative, ou encore The Rainbow Cultural Garden, LLC, qui est certainement hébergée au Delaware, et une bonne partie semble être des coquilles vides. Viol d'adultes et de mineurs. Et puis il y a plusieurs femmes qui disent que Ranière leur a pris leur virginité quand elles avaient 15 ans, et même 12 ans, pour au moins une d'entre elles, 13 ans pour une autre. Le gourou s'était arrangé avec sa mère pour avoir accès à la gamine, qu'il aurait ainsi pu violer une 60aine de fois avant qu'elle ne fugue. Un blogueur US qui a enquêté sur cette secte a recueilli le témoignage d'une femme qui faisait partie du harem de Ranière et qui était encore dedans, mais se sentait lésée. Adepte du viol, Ranière considère qu'il s'agit d'enseignement, et ritualise les déflorations des ados ou préados qui tombent dans ses filets. Les victimes ne se doutent pas du tout de ce qui les attend. Certaines adeptes lui ont ainsi offert leur propre fille, d'après certains témoignages. Dans la liste des traitements étranges, il y a aussi des emprisonnements de migrantes mineures en situation illégale, comme une certaine Daniela Fernandez, qui aurait passé 2 ans enfermée dans une propriété de la secte, proche de chez Ranière, jusqu'à ce qu'elle s'évade. Mariana, la sœur de cette femme, serait une des plus proches de Ranière, intégrée à son harem particulier. Alison Mack n'est pas seulement accusée de trafic sexuel et de travail forcé dans le cadre de la secte, apparemment elle est aussi poursuivie pour trafic sexuel d'enfants. Mais vous en avez rarement entendu parler, bizarrement. Tout comme Ranière d'ailleurs, dont 2 des avocats sont issus de la firme Bronfman et Associés. Bizarrement, les médias ne parlent que de culte sexuel, mais on se demande en quoi ce serait répréhensible entre adultes consentants. D'après Frank Parlato, l'ancien communicant de la secte aujourd'hui repenti, Nexium ramène illégalement aux États-Unis des mineures mexicaines, notamment de l'État de Chihuahua, âgés de 11 à 17 ans. L'objectif était de les ramener pour être formés entre guillemets par Ranière, et elles étaient hébergées par des membres de la secte, à savoir une certaine Rosa Laura Junco, fille d'un magnat des médias mexicains, et le fameux Dr. Brandon Porter. Parlato mentionne un voyage de 11 adolescentes, notamment en 2017. Parlato pense que si on ne parle pas encore publiquement du trafic d'enfants dans cette affaire, cela ne devrait pas tarder. La cite lui a donné tort. Selon le document du procureur réclamant l'emprisonnement de Ranière sans caution, où cette fois on parle de trafic sexuel sans préciser qu'il s'agit d'enfants, il est connu pour avoir pendant plusieurs dizaines d'années abusé de femmes et de filles. Je cite. Il est précisé que selon des sources confidentielles, l'accusé a eu des relations sexuelles répétées avec de nombreuses adolescentes, teenage girls, entre le milieu et la fin des années 80 et le début des années 90. Fin de citation. On peut s'interroger sur le fait que les mineurs sont systématiquement oubliés dans de nombreux documents et donc dans les médias, alors qu'ils figurent bien dans l'acte d'accusation du 19 avril 2018 mentionnant les charges contre Ranière et Mack. Pour l'instant, le seul agresseur en termes de rapports sexuels semble être Ranière, mais il n'est pas exclu qu'il en ait utilisé pour attirer de gros poissons, par exemple. Influence sataniste. Ranière apparemment prônait que les enfants et les adultes doivent avoir des relations sexuelles entre eux, ce qui n'est pas franchement étonnant quand on connaît son attrait pour les théories de Ayn Rand. Ayn Rand, c'est une théoricienne objectiviste qui a inspiré de nombreux satanistes depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est notamment celle qui a écrit un livre culte pour les libertariens qui s'appelle Atlas Shrugged. Et donc là, on voit un autre versant de cette femme. Elle prône des théories reprises par exemple par Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan, et inspirées du sataniste Aleister Crowley, c'est-à-dire la bonne vieille théorie ultralibérale « fais ce que tu voudras », l'individualisme crasse et sans morale porté en revendication.
notamment avec une revendication donc libertarienne. Donc les libertariens aux États-Unis, c'est ceux qui veulent que l'État disparaisse quasiment. Voilà, que ce soit uniquement la liberté économique, de marché, etc., etc. Évidemment, sans jamais. Alors en pointant le fait que l'État peut parfois être utilisé effectivement comme moyen d'oppression, mais que sans État, c'est juste la loi du plus fort à un moment donné quand même. Donc du plus riche. Reprenons. Ranière s'est inspirée d'une organisation créée par Ayn Rand pour sa secte. Elle avait fondé The Collective, à l'époque, un groupuscule objectiviste New Age, on pourrait ainsi dire, dans la même veine sataniste, même si elle restait en arrière et qu'officiellement il s'agissait d'un groupe de fans créé et dirigé par Nathaniel Branden, un de ses fans disciples, mais qu'elle n'était pas formellement impliquée dedans. NXIVM ressemblerait en de nombreux points au Collective, depuis la structure pyramidale jusqu'au merchandising. Les thérapies, soi-disant, de Ranière, selon Frank Parlato, sont également calquées sur le modèle des enseignements donnés par Rand à ses fans. Rand, par exemple, a développé avec son fan numéro 1 la psychothérapie objectiviste, qui cherche à mettre de côté les émotions. Il a développé un programme qui s'appelle l'enquête rationnelle, qui veut valoriser des personnalités sociopathes. Je cite. Donc, selon les documents judiciaires, il décrit ces sociopathes comme des lucifériens, écrivant qu'un luciférien satisfait ses désirs par tous les moyens, sans considération pour les autres et sans remords. Un luciférien ressent du plaisir ou de la gratification dans des situations que les gens normaux trouveraient répugnantes ou dérangeantes. Fin de citation. Autre élément, qui ressemble beaucoup à des délires satanistes, comme le sex magic de Crowley ou les rituels sexuels de LaVey, vient de la manière qu'a Ranière de ritualiser les relations sexuelles qu'il impose plus ou moins à ses victimes. En gros, chaque acte trouve une explication ésotérique qui n'a évidemment rien à voir avec le plaisir personnel du gourou. Dans son délire sataniste, ou plutôt luciférien, Ranière intègre la symbolique du 666. Les femmes de Dos doivent être 6 au centre du groupe, qui recrute 6 autres femmes, celles-ci recrutant à leur tour 6 femmes. Notons ainsi que depuis quelques semaines, les médias anglo-saxons sont de nouveau focalisés sur leur délire de satanic panic, ou de panique satanique, ou d'hystérie des abus rituels. Donc on avait vu émerger, je vous renvoie pour ça au podcast sur notamment les écoles maternelles satanistes, notamment l'école maternelle McMartin, où on avait vu que c'était un discours on va dire, du lobby pour décrédibiliser toute tentative de condamner les gens tous les réseaux sataniques qui se livraient à des pratiques, notamment d'abus sexuels sur mineurs ou de meurtre d'enfants. Probablement donc histoire de détourner l'attention. Donc on y revient, effectivement, la satanic panic est une invention des années 80, du même style que la théorie du complot, qui a servi à décrédibiliser des centaines d'accusations d'abus sexuels de type rituel, et qui ont été faites par des enfants de 2 à 7 ou 8 ans à travers tout le pays, le Canada aussi, et dans une moindre mesure en Angleterre. Le procès de Mac et Ranière commencera le 1er octobre, mais il serait étonnant que l'ensemble des volets de l'affaire soient abordés, puisque les sœurs Bronfman, par exemple, ne sont pas inculpées. Alors on peut quand même rappeler que les sœurs Bronfman sont les héritières d'un empire de l'alcool qui s'appelle Seagram, et que leur père avait été président du Congrès juif mondial à une époque. Je vous laisse chercher tout ça sur Wikipédia. Actualisation de mai 2020. Alors c'est là où on revient sur la France. Donc la secte NXIVM avait aussi donc une activité en France dans une école dans le Vaucluse, dans la ville de Apt. Il y a notamment un YouTuber qui animait une chaîne à l'époque qui s'appelait L'heure de se réveiller, LHDSR, où il reste quelques vidéos et la chaîne YouTube qui a dénoncé ces faits, et notamment dans une vidéo qui était bien sourcée et bien complète, que vous pouvez trouver sur le mur vidéo qu'on nous avons sauvé, mais qui a été censuré du coup suite à un procès. En fait, il vient d'être condamné par la justice française suite à une plainte pour diffamation de la part de Sarah Bronfman et de Basit Iktet, qui sont les responsables légaux de ces Rainbow Cultural Garden, blablabla. Et donc il va aller en appel, il porte plainte à son tour pour harcèlement, il a monté une cagnotte pour l'aider à payer ses frais d'avocat, mais aujourd'hui le site est hors ligne. Et à l'heure où je vous fais le podcast en 2021, plus aucune nouvelle de ce monsieur qui, soi-disant, avait été quelqu'un qui avait travaillé dans les médias à Paris, notamment chez Ardisson, qui avait été témoin quand Karen Mulder avait parlé de sa programmation et de ses abus rituels, et donc qui, pour une raison, effectivement, s'était mis à faire des vidéos plutôt intéressantes sur un ton pas mal, et voilà, je vous incite à aller voir celles qui restent, et puis donc,
celle qui a été retirée sur notre mur vidéo, qui est le Apprenez à voir 3.2. Février 2020. Ces révélations donc à Apt ont quand même eu quelques conséquences, comme le relate l'article ci-dessous de France Bleu, au niveau du contrôle de l'État sur ces institutions, sur cette école, et également sur l'élection locale que donc la maire a quand même réussi à se faire réélire, la mairesse de Apt. Alors il faut savoir que le domaine Les Andéoles, c'est un domaine qui appartient à un couturier célèbre qui s'appelle Monsieur de Castelbajac. Voilà. Finalement, novembre 2020, Franck Parlato a fait un documentaire sur la disparition suspecte non pas de 2 mais donc de 4 femmes proches de Ranière et dont on soupçonne fortement la secte de s'être débarrassée physiquement. Je vous laisse également voir ce documentaire sur notre mur vidéo. Ce documentaire s'appelle The Lost Women of Nexium. Et puis finalement, Ranière a quand même été condamné à 120 ans de prison. On a un article qui raconte un petit peu ça. Et également, donc Claire Bronfman, qui était la plus impliquée des deux sœurs, qui a pris 6 ans de prison. Alison Mack également a pris de la prison. Mais vous voyez, et je vous laisse par vous-même taper Nexium condamnation, constatez que dans les articles de presse français qui parlent de ça, il n'y est à aucun moment donné question de trafic de mineurs, de prostitution de mineurs et d'esclaves sexuels mineurs. Voilà. Et on peut quand même mettre en lien avec d'autres réseaux, si vous avez suivi d'autres podcasts, eh bien ce genre de secte, et je vous renvoie également au podcast sur la secte La Famille Internationale, sont une des voies pour pouvoir avoir accès à des enfants sur lesquels on peut faire ce qu'on veut pour des éléments extérieurs qui seraient prêts à payer des grosses sommes. Ça paraît une évidence. Après que ça a été le cas pour Nexium ou pas, j'ai pas épluché le dossier de justice, mais néanmoins, ça paraît relativement évident. Et on peut également ajouter que de notre expérience, on va essayer de regarder encore plus en détail les sectes dans les années qui viennent, mais de notre expérience, et par des témoignages de gens qui ont travaillé à la Miviludes à l'époque où ça avait été créé, où la Miviludes commençait à un peu faire son travail, notamment, si vous vous rappelez, ils avaient mis dans la liste des sectes les Rosicruciens, qui ont quand même beaucoup à voir avec les francs-maçons, ce qui peut grandement expliquer le fait que la Miviludes ait été après sabotée, sabordée, et qu'aujourd'hui elle est quasiment en arrêt cardiaque. Des gens, donc des députés, par rapport à des communications personnelles qu'on a pu avoir avec eux, nous avaient clairement dit que une secte, c'est d'abord, donc effectivement, de l'argent, mais aussi de la pédophilie. Et qu'en fait, quasiment derrière chaque secte, il y a de la pédophilie. C'est le principe de s'isoler du reste de la société, d'isoler les gens, oui pour prendre leur argent, mais aussi évidemment pour violer les enfants. Et hélas, on le retrouve de manière quasi systématique.